aspect of all the endeavors of the Beninois government. So digitalization, deepening digitalization and ensuring that it takes root in Benin. Ghana, best practices and innovations. There is a government-wide M&E policy. It is awaiting cabinet approval. It went through a lot of loops and hoops, and it should have been approved by now, but I think there was an issue with procedure. So it's now ready. It has to be considered by the minister in detail, and then from there it goes to cabinet. And I believe that because cabinet has seen it already in the past, this time around, getting approval wouldn't be a big problem because it was just a matter of procedures. We move on to coordination of government-wide M&E system, which is one of the best practices in Ghana. And the system is shared by the National Development Planning Commission, the Office of the President, and the Ministry of Finance, although all other stakeholders within the system do have access to the system. But primarily, what happens is that the leadership is coordinated by the NDPC, the Office of the President, and the Ministry of Finance. Another good practice which we have is that M&E function at the presidency helps the president. As some of you may know, Ghana's governance system is based on an executive presidency as opposed to the Westminster system. So the M&E function of the presidency is to help the president to track high priority programs to provide the executive with just-in-time information. So the president is always on top of what is happening on the ground. But it is even more based on the priority projects with high impacts. That is critical to the president. Challenges and recommendations. There is a need for Ghana to ensure that there's more judicious use of financial resources, and there's the need also to let this inform accountability, promote accountability. Next slide, please. Kenya, best practices. An M&E policy was adopted in 2022. Kenya has a national integrated M&E system that tracks the national and county medium-term development goals. So those are some very good practices within Kenya. Challenges and recommendations. M&E reports need to be disseminated through popular communication channels in Kenya, such as radio, which has a 70% saturation amongst the population. So here what we're saying is that the lessons learned, the reports that are written need to get down to the people through every means, especially radio, which has high patronage, 70% of saturation among the population. Formal M&E training courses should be pitched at all levels. So we shouldn't wait till after the university, maybe at the postgraduate level before we start thinking about M&E, but that at the undergraduate, graduate, and also within the short courses that are provided across the nation, Kenya, it is very important that M&E is formalized and taught. Niger, the National Evaluation Policy was adopted in 2019. Good practice. And then also another good practice there is that there's great collaboration across sector ministries, very important for government-wide domestication of M&E functions. Challenges and recommendations. The limited resources of financing M&E functions, and the government should commit adequate resources to these functions. That's in Nigeria. There's also the need to digitalize M&E activities to make sharing across government more efficient and effective. So there may be an attempt, there may be collaboration, but if we are talking about efficiency and effectiveness in this respect.
And there's also the need for M&E tools to guide the processes of planning and utilization of M&E information at the national level and in all the 255 districts of Nigeria. Next slide, please. South Africa. M&E and national evaluation policies were put in place, so approved 2007, there was one, further enhanced 2011, further enhanced in 2019, adopted and used. Another good practice in South Africa, public institutions partner evaluation capacity development institutes to strengthen the national evaluation system. Another very good practice in South Africa. Challenges and recommendations. In South Africa, the national and subnational governments need to collaborate and engage more in the processes of development planning and M&E institutionalization. And then the final one, challenges and recommendations. M&E evidence needs to improve the influencing in planning and budgeting processes. Next slide. Uganda. In Uganda, some good practices and innovations. The Constitution, which is really fundamental to the being of the nation, empowers the Office of the Prime Minister to effectively coordinate the M&E system. Another good practice, public sector M&E policy was adopted and has been implemented since 2013. And then finally, another good practice is program-based budgeting exists, and that promotes the integration of M&E evidence and budget formulation. Challenges and recommendations, Uganda. M&E practices of the ministries, departments, and agencies need to be improved. Another challenge, recommendation, the need for all public institutions to increasingly utilize evaluation findings in the course of their work. So we don't just find out what has happened and then put them on the shelves. And then for Uganda, another challenge and recommendation, scale up the use of information communication technologies, that's ICTs, in the development of M&E activities. Thank you very much. Let's at this point, I will hand over with Aya, or Parfait, handing over back to you, Aya. Thank you. No, thank you. Thank you very much, Prof, for highlighting those key innovations, key best practices for each country, as well as the challenges and recommendations to move forward with M&E institutionalization. So I think let me now hand over to Mr. Abdullahi Gunu to present the actual strategy. Mr. Abdullahi Gunu is a senior M&E professional. He is the Director General of Public Policy Evaluation at the Ministry of Development in Benin. Previously, he has been the Director General of Evaluation in the Prime Minister's Office in Benin. He has also been the head of the Bureau of Public Policy Evaluation and Government Action Analysis at the Presidency, also in Benin. Mr. Gunu holds a Diploma of Advanced Professional Studies from Sengo University of Alexandria in Egypt in Business Administration and Project Management. And he also obtained a Master of Laws degree from the National University of the Republic of Benin. Mr. Gunu is involved in conducting process and impact evaluation of public policies, capacity development events, and collaborative projects development and implementation, such as his coordination of Benin's participation in the Twenebele program, a program with South Africa, Uganda, and WASI program, which is the West African version of 3IE in West Africa. And he's also been involved in the coordination of the West Africa Capacity Building and Impact Evaluation, a program with 3IE within the West African Economic and Monetary Union. The program received the financial support from the West African Monetary and Economic Union Bank, as well as the West Africa Development Bank. Mr. Gunu has acted as a technical advisor to ministers, including the Prime Minister, State Minister for Planning, and Minister of Finance in the Republic of Benin for over 7 years in economic strategy and reforms of private sector development.
Thank you very much, Mr. Gunu. Please do take over in your presentation. Thank you, Dr. Ayan, and thank you also, Professor Appiah, for giving us the overview of the experience of country members of our organizations named Twendembele. I will continue these presentations talking about the strategy on institutionalizing MNE across public institutions, the way we as organizations, I mean Twendembele, we support countries to institutionalize MNE across the countries. So to be international as organizations, I will shift in French. So to let you know that Twendembele is both English and Francophone organizations for members. So, merci beaucoup, chers internautes. Merci également, Monsieur Aya, coordinateur de Twendembele, et merci également, professeur Appiah, pour cette présentation des expériences pays de Twendembele dans son appui à l'institutionnalisation de l'évaluation dans les pays membres. Pour cet accompagnement de Twendembele, il existe une stratégie, et cette stratégie, telle que vous le constatez dans la projection qui vous est faite, est articulée autour de 3 points. Le premier, c'est comment est-ce que Twendembele facilite l'interrelation au sein des gouvernements et la coopération avec les institutions au niveau des pays. Le deuxième point de notre stratégie d'accompagnement des pays dans le processus d'institutionnalisation de l'évaluation et du suivi dans les pays s'articule autour de comment nous faisons pour rendre effective au sein des gouvernements un système national d'évaluation et quelles sont les étapes pour arriver à un système d'évaluation tel que nous le projetons au sein de l'organisation au profit des pays et donc des administrations publiques. Et un troisième élément qui ponctue notre stratégie d'accompagnement des pays, c'est comment est-ce que nous facilitons une plus forte implication des populations dans cet élan global, n'est-ce pas, d'institutionnalisation de l'évaluation, d'utilisation des produits d'évaluation pour améliorer nos politiques publiques de façon générale, mais mieux impacter la vie des populations. Alors, pour cela, à travers ces différents points, je les prends maintenant un à un pour aller un peu plus en détail. Par rapport au premier élément, c'est-à-dire comment est-ce que nous facilitons à l'intérieur des gouvernements et le gouvernement avec les autres institutions, nous le faisons à travers globalement quatre éléments. Le premier, c'est il faut que nous accompagnions le gouvernement à asseoir un cadre institutionnel et administratif favorable à l'acceptation de la fonction de l'évaluation dans les pays. Et ce cadre, il est à la fois légal, il est administratif, c'est-à-dire réglementaire, et il permet d'asseoir les activités du suivi et de l'évaluation des politiques publiques qui sont formulées dans les pays. Deuxièmement, nous encourageons l'interrelation à l'intérieur du gouvernement, parce que le gouvernement, c'est plusieurs secteurs, c'est plusieurs ministères, et donc nous facilitons
par notre stratégie cette relation intergouvernementale, si on peut ainsi parler, de façon à ce que tous les membres du gouvernement se parlent, interagissent pour soutenir et promouvoir la fonction du suivi et de l'évaluation à l'intérieur du pays en lien avec les objectifs de développement du pays. Et donc, comme ça, nous pensons que les systèmes nationaux d'évaluation peuvent jouer un rôle important dans ce processus avec des responsabilités au sein des membres du gouvernement et des institutions qui animent la vie de la nation avec un soutien de l'administration publique tel que les déclinaisons dans les constitutions, dans les différentes lois, dans les différents décrets et les règlements à l'intérieur des pays pour soutenir le mouvement. Alors, si nous y arrivons, et c'est ce que nous faisons à l'intérieur de Tondembélé, nous créons une dynamique harmonisée de promotion des systèmes nationaux d'évaluation qui permettent à toutes les entités impliquées dans ce processus de travailler en toute et bonne intelligence. Et donc, cela amène à développer un plan, n'est-ce pas, un plan, et à développer une bonne vision qui accompagne ce processus. Et nous le faisons en co-développement avec les pays. C'est là notre rôle, l'implication forte des pays dans la mise en œuvre de cette stratégie. Et nous le faisons à travers un certain nombre d'activités, dont les conférences qui peuvent aider à mieux organiser les différents agendas et offrir des espaces nationaux et décentralisés pour permettre à toutes les institutions de participer au processus. Et donc, cela m'amène à aborder le deuxième point de notre stratégie en tant qu'organisation pour accompagner les gouvernements dans la marche vers l'institutionnalisation de l'évaluation dans les pays. Et ce deuxième point, c'est comment nous comportons en tant qu'organisation auprès des gouvernements pour asseoir un idéal de système qui soit vraiment effectif et comment on s'organise pour y arriver. Alors, de notre perspective en tant qu'organisation, nous pensons qu'il y a globalement 5 étapes à franchir pour arriver à cet idéal de système national d'évaluation qui soit effectif pour les gouvernements et pour les nations, qui soit robuste, c'est-à-dire qu'il soit en mesure non seulement de produire des informations, mais d'amener l'appareil d'État à utiliser ces informations pour prendre des décisions et élaborer des politiques qui résolvent les problèmes de la nation. La première marche, n'est-ce pas, de comment on fait pour y arriver. La première marche, c'est ce que on a besoin au niveau des gouvernements d'aider pour que les gouvernements non seulement démocratisent, n'est-ce pas, les effets et les impacts de leurs interventions en mettant à disposition les plans, les politiques et en expliquant de façon simple aux populations la philosophie qui est derrière leur gestion basée sur les résultats. Et donc, cette première marche parle de la démocratisation, n'est-ce pas, des méthodes de gestion du pays dans la transparence, dans l'équité et dans la justice. Et donc, Tondembélé travaille aux côtés des gouvernements pour que cet aspect
du développement soit une réalité. La deuxième marche dans ce processus d'idéal commun en matière de gouvernance nourri par un bon système national d'évaluation, c'est que nous pensons, et nous le faisons aux côtés des gouvernements, que les systèmes nationaux d'évaluation doivent faciliter la formulation et l'implantation des politiques basées sur l'utilisation des données probantes issues globalement de la mise en œuvre de nos plans, de nos politiques, etc. Et donc, nous travaillons aux côtés des gouvernements pour que ceci soit effectif. Et la troisième marche dans ce processus d'idéal que nous recherchons, c'est qu'en réalité, un bon système d'évaluation, un bon système national d'évaluation, c'est un système qui est important dans sa mise en œuvre par les sectoriels. Il faut que les sectoriels soient fortement impliqués dans les agendas de développement. Et nous le savons, ce n'est qu'un secret de polichinelle, hein. La mise en œuvre du développement dans les pays est portée par les ministères sectoriels. Et à Twendembele, nous pensons que plus il y a de l'éveil au niveau des ministères sectoriels dans ce processus, et mieux le développement se consolide et tous les agendas sont mieux gérés. Et donc, à travers l'évaluation et l'information évaluative en direction de ces sectoriels, nous pensons que c'est la meilleure façon d'aller vers un développement global au sein de nos États membres et nous travaillons pour ça aux côtés des gouvernements et c'est la troisième marche. La quatrième marche pour aller à cet idéal tel que je l'ai annoncé, c'est que nous pensons que il faut que dans nos États membres, nous arrivions à faire de l'évaluation, du suivi et de l'évaluation des politiques publiques une fonction à part entière, effective à l'intérieur de tout le dispositif de développement. Ainsi, au niveau central, c'est-à-dire au niveau des ministères et au niveau décentralisé, c'est-à-dire les gouvernements locaux ou les provinces ou les communes, cette fonction prenne corps et devienne une réalité de façon à ce que tout ce qui est fait soit nourri et regardé à travers la fenêtre du suivi et de l'évaluation. C'est l'une des meilleures façons d'aller vers un développement contrôlé et maîtrisé. Et enfin, la dernière marche sur laquelle nous travaillons dans notre stratégie d'accompagnement des pays, c'est de faire en sorte que les éléments de budgétisation, les éléments de planification, les éléments de suivi et d'évaluation s'imbriquent de façon à produire un système de gouvernance harmonieux qui permette de performer mieux dans ce que les dirigeants sont en train de faire au profit des populations. Alors, pour cela, nous pensons que comment appelle-t-on, le suivi et l'évaluation doivent être perçus comme des fonctions transversales à l'intérieur de nos organisations et de nos institutions. Et parce que quand nous sommes en mesure d'ériger le suivi et l'évaluation comme une fonction à part entière dans les ministères et dans les institutions et dans les gouvernements locaux, nous créons non seulement de la transparence, mais nous créons
aussi de la redevabilité vis-à-vis des populations. Et donc, forcément, nous sommes en train d'inverser la courbe de la corruption à l'intérieur de nos États. Et en plus, c'est que le développement de cette fonction à l'intérieur des secteurs, des ministères sectoriels et à l'intérieur des, des gouvernements locaux et des municipalités permet de faire de la production, c'est-à-dire des rapports d'évaluation, des notes sur ces productions et des synthèses de politique, de façon à ce que tout ceci soit des éléments innovants en matière de gestion et qui améliorent les performances globales au niveau central et au niveau décentralisé dans nos États. Donc, à partir de ce moment, pour nous, dans notre stratégie d'accompagnement des pays à prendre en charge la fonction du suivi et d'évaluation, ceci participe de l'amélioration de la gouvernance globale au sein des pays et donc forcément de l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, l'idéal du système national d'évaluation que nous poursuivons, en réalité, est un idéal qui permet que la production du suivi-évaluation puisse nourrir de façon générale les politiques publiques qui sont élaborées à l'intérieur des pays pour prendre en charge les préoccupations que nous avons soulevées tantôt. Et pour cela, il y a 5 éléments que je voudrais partager avec vous en termes de mise en valeur de ce processus. C'est que, premièrement, nous accompagnons les pays à travers des mécanismes de dissémination de leur production, les produits de suivi et d'évaluation. Les différents rapports que les États produisent, il faudrait qu'ils soient en mesure non seulement de les disséminer, mais de les faire approprier par le plus grand nombre de partisans, de parties prenantes dans le système. Deuxièmement, pour un système national d'évaluation idéal tel que nous le souhaitons pour les pays, nous pensons qu'il est important de participer et de contribuer au renforcement des capacités des acteurs en mettant en place, pas en mettant en place, mais en aidant à mettre en place un environnement pour un système national d'évaluation favorable à ce processus. Et cet environnement, il concerne l'élaboration des plans, l'élaboration des politiques, l'élaboration des législations appropriées et l'élaboration des règlements qui soutiennent ce processus de façon à ce que la fonction de suivi et d'évaluation soit une fonction non seulement légitimée, mais acceptée et partagée par tous les acteurs de façon à ce que ce devienne une activité normale qui s'insère et qui s'intègre dans la vie administrative normale des États que nous accompagnons. Et pour cela, on a besoin, comme je l'annonçais, on a besoin de participer à une capacitation globale et générale des fonctionnaires de la République pour qu'ils puissent, de leur position respective, accompagner cet élan global qui est celui de l'institutionnalisation et de la production, l'institutionnalisation de l'évaluation, de la production d'un certain nombre d'informations et donc de l'utilisation de ces informations pour nourrir les politiques que les pays sont en train de se doter pour challenger, pour relever les défis du développement en faveur des populations. Et donc, pour cela, nous pensons dans notre stratégie au niveau de Twendembele que nous sommes à l'ère du numérique et parce que nous sommes à l'ère du numérique, tout ceci
doit avoir un volet important de digitalisation et de numérisation de façon à ce que tout ceci soit ait un support numérique et d'utilisation plus facile. Et donc, j'en arrive au dernier élément de notre stratégie qui est comment, dans ces conditions, nous organisons pour mieux accompagner les gouvernements engagés dans ce processus à promouvoir une meilleure appropriation de ce qu'ils sont en train de faire par le plus grand nombre de leur population. Et donc, nous pensons que, premièrement, il faut que les gouvernements, avec notre accompagnement, puissent créer un éveil collectif des citoyens sur ces questions en positivant sur ce qu'ils sont en train de faire en termes de partage et pour leur expliquer comment est-ce que toutes les politiques sont des politiques basées sur des données probantes et que le suivi et l'évaluation en sont des éléments essentiels pour nourrir les décisions qu'ils prennent au nom des populations. Donc, ça passe par une dissémination des rapports d'évaluation et de toute autre information produite en lien avec les données utilisées pour formuler les politiques publiques. Et donc, il faudrait qu'on dissémine, qu'on informe, qu'on démocratise tous ces rapports et qu'on les écrive en langage, même si on ne les écrit pas en langage facile, mais qu'on communique sur ces rapports d'évaluation en langage facile pour que le plus grand nombre d'acteurs au niveau national soient informés de ces productions-là pour que leur engagement soit important aux côtés des dirigeants pour que les plans, les politiques qui sont élaborées, leur mise en œuvre soit beaucoup plus facilitée et augmente leur impact sur le terrain. Et nous pensons aussi que pour cette implication importante des populations, des citoyens, qu'on a besoin de, de, de communiquer et d'expliquer aux citoyens comment ils sont à l'origine de la performance globale des gouvernements parce qu'ils ont la possibilité, c'est eux qui donnent les mandats, et ils ont la possibilité de contrôler ou d'évaluer ou d'apprécier les résultats obtenus par ceux qu'ils ont mandatés pour gérer le développement en leur faveur. Et nous terminons sur cet élément en disant que nous avons besoin, là encore, d'utiliser toutes les nouvelles technologies disponibles aujourd'hui, que ce soit les médias classiques, les médias en ligne, toutes les technologies numériques pour porter aux derniers citoyens l'information en lien avec les activités de suivi et d'évaluation de nos politiques publiques à l'intérieur des pays, de façon à obtenir une plus grande participation des citoyens à ce terrain. Et donc, nous pensons que pour vraiment y arriver, nous conseillons à travers notre stratégie les gouvernements sur la nécessité de présenter ces différents rapports, ces trouvailles du suivi et de l'évaluation des politiques publiques. Pourquoi pas? Il faut les indigéniser, c'est-à-dire si ces rapports peuvent être rendus publics dans les langues nationales des pays, pourquoi pas? Il faut le faire. Nous l'encourageons fortement au gouvernement pour que le plus grand nombre soit informé de ce qui est en train d'être fait et avoir un avis pour améliorer le processus.
Et nous le recommandons fortement. L'utilisation des langues nationales peut être un élément de levier pour lever le plus grand nombre de citoyens à l'intérieur des pays pour accompagner l'institutionnalisation de l'évaluation à l'intérieur des pays. Donc, pour cela, nous participons auprès des gouvernements dans des forats communautaires où nous parlons d'abord de ce que c'est que le suivi, de ce que c'est que l'évaluation et comment est-ce que le suivi et l'évaluation peuvent participer à l'amélioration de façon globale de la gouvernance au niveau des pays et de façon singulière à comment est-ce que elle peut servir à la reddition des comptes par nos dirigeants de façon à ce qu'on s'assure que les mandats que nous leur avons dévolus sont exécutés en conformité avec nos exigences et au besoin prendre des mesures pour corriger. Donc, globalement, voilà en 3 points comment est-ce que nous, en tant qu'organisation, nous travaillons aux côtés des gouvernements qui, une fois encore, sont les responsables des processus d'institutionnalisation de l'évaluation dans leur pays. Et nous, on se tient à leur côté à travers cette stratégie déclinée en 3 points pour accompagner ce mouvement. Donc, c'est sur ce point que je vais terminer et vous dire merci pour votre aimable attention par rapport à cette présentation qui ne vient que compléter ce que le professeur Apia à partager avec nous. Et nous sommes heureux, en tant que Tondembele, d'accueillir quelques commentaires, quelques questions de votre part pour nous permettre d'élaborer et de compléter les informations que nous n'avons pas pu donner dans le cadre de cette présentation. Je vous retourne l'antenne. No, thank you very much, DG Kunu. And thanks to Prof as well for transmitting essentially this strategy. And I think one major omission I had made in the initial opening remarks is that this strategy is a product of participatory action research, because this strategy was developed by public officials from South Africa, public officials from Ghana, public officials from Niger, public officials from Benin, public officials from the republics of Kenya and Uganda, produced essentially for practice so that it is empowering essentially M&E officials in these respective countries, but not just M&E officials in these respective countries, but for M&E to be a transversal kind of practice that is essentially used by even people in finance and so on. Everyone essentially in the ambit of essentially executing government programs for better service delivery, for better development of our communities. So thank you very much to Prof and the DG for essentially sharing this important document, which seeks to contribute to practice in Africa and institutionalizing M&E. So I think without further ado, colleagues, let me hand over to my colleague, Madam Amanda Duchaz, to take us through the question and answer session. So Madam, over to you. All right. So our first question is, why is it important for subnational level government and departments to institutionalize M&E? I'll also just pose the second question. Can national level government really learn from the subnational level? We have seen that in most African countries, M&E institutionalization is weak. So can I ask Prof. Kwaku to answer the first question? I was muted. Yeah, good. Thank you very much. So the first one, if I got it right, was the importance of M&E for policy making. I thought we would see the questions probably displayed on the screen. I was trying to write very quickly, but that was what I got. The importance of M&E
for policy making or institutionalizing M&E in a nation's fabric. Was that the first one? That was how I got it. Oh, very well. No doubt at all about it. I mean, in Ghana, there's a proverb, and this is what makes Africa an interesting place. You know, we have lots of proverbs. There's a proverb that when you are cutting a path, usually you wouldn't be able to tell whether the path is straight because you are moving forward and you don't see what is behind you. And it is only those who are behind you, or if you have 4 eyes, probably 2 eyes at the back and 2 in the front, that you would be able to tell that the path that you're cutting is crooked. So number one is that monitoring and evaluation helps us to ascertain whether a trajectory that we have embarked on or that we are aspiring to as a nation is on course. By also undertaking monitoring and evaluation, you are able to, there's something we call the policy management and decision-making process or system. And it is about policy formulation, policy implementation, monitoring and evaluation, feedback into the policy making or policy formulation process. It's a cycle. So when you undertake monitoring and evaluation, I believe that we all understand that monitoring is distinguished from evaluation, where monitoring is continuous, whereas evaluation is that at certain milestones in a process, the implementation of a program, you stop, you pause, and you undertake an exercise to find out how the program has fared. And that helps you to know whether you want to carry on with the program, you want to make tweaks, you want to abandon the program altogether. So monitoring and evaluation helps us also to be able to improve policy formulation because we collect data, we try to find out whether we met our targets, we hit our milestones, and the feedback from the process is useful in improving upon the policy we developed in the first place. I'll end with a final one because I just want to talk about 3 issues for now. The third one would be about judicious use of financial resources. And I remember in Ghana at a point in time, let's say this was between 2004 and 2008. There were all these development partners who came in, all sorts of programs, they wanted to put them into sectors that they were interested in. We said, no, let's have an integrated approach to this. Let us build a monitoring and evaluation framework that goes with the planning of the program, not only for inputs from development partners, but also from Ghana government. What Ghana government raises as funding to support its own programs. And at the end of the day, if we have a strong monitoring and evaluation process in place, it will help us to be able to achieve an integrated approach and an integrated outcome and impact to what we are trying to achieve as a nation. So it's also about helping us to integrate the various programs that we have so that we can get a 2 + 2 = 5 effect and not merely 2 + 2 = 4. So those are some points, 3 points that I'd like to make about the importance of monitoring and evaluation and enhancing the policy management and decision-making system of a country. So let me stop at this point and say over. If not satisfied, I'm prepared to come back. Thank you. Thank you, Prof. Kwaku. No, I do believe we are satisfied with that answer. I'll go to the second question for Mr. Gunu. Can national level governments really learn from sub-national levels? And they also say, because we have seen in most African countries that M&E institutionalization is weaker than the national level. Mr. Gunu? Merci bien pour cette question. Et là également, pour ce qui est de l'expérience que je connais le mieux, qui est l'expérience du Bénin, nous avons fait cet exercice graduellement.
donc étape par étape. Le Bénin a commencé par une approche au niveau national et donc d'abord c'est au niveau des ministères que le processus a commencé et donc et c'est bien plus tard peut-être le Bénin a sa 17e année d'expérience pour l'institutionnalisation d'un système national, de construction d'un système national d'évaluation avec l'institutionnalisation au niveau central, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, des ministères et des institutions nationales. Et ce n'est que une décennie plus tard que euh, l'institutionnalisation a commencé par descendre au niveau des gouvernements locaux. Mais ceci étant, c'est que euh, pendant cette phase d'institutionnalisation de la fonction au niveau central, il y a un certain nombre de méthodologies, un certain nombre d'outils qui ont été développés et mis en place. Et donc, c'est à partir de ces méthodologies, c'est à partir de ces instruments au niveau national qu'il a été décliné comment est-ce que l'évaluation va être implémentée au niveau de nos municipalités. Je souligne au passage, contrairement à certains pays, au niveau du Bénin, nous n'avons que deux niveaux de gouvernance, contrairement par exemple à l'Afrique du Sud, hein, où il y a trois niveaux. Nous n'avons pas le niveau provincial, on n'en a pas. Et donc, du coup, après le niveau central, c'est le niveau local. Mais ce que je suggère dans le cadre de cet exercice, c'est-à-dire l'institutionnalisation de la fonction évaluation dans les pays, ou même la construction d'un système national d'évaluation, il est important d'aller étape par étape et graduellement en fonction des capacités nationales du pays en matière d'évaluation. Pour le Bénin, ce que nous avons fait, c'est qu'à l'entrée, avant même de commencer le processus, nous avons fait une étude diagnostique de base qui a révélé quelles étaient vraiment les capacités du Bénin en matière d'évaluation. Et donc, ce n'est qu'à partir des résultats de cette étude diagnostique sur les capacités nationales du Bénin en matière de suivi et d'évaluation que nous avons bâti une stratégie pour institutionnaliser l'évaluation et donc créer la fonction au niveau de l'administration. Et cette stratégie, là aussi, nous l'avons bâtie en trois dimensions. Au niveau, comment appelle-t-on, au niveau macro, nous avons assis une stratégie institutionnelle qui a créé le cadre légal et institutionnel, c'est-à-dire les textes qui doivent organiser la fonction du suivi et d'évaluation au niveau du pays, identifier les différentes parties prenantes qui vont animer cette fonction au niveau national et établir les règles d'interaction entre ces différents acteurs. Et au niveau méso, ce que nous avons fait, nous avons mis en place un organe central qui coordonne les activités de l'évaluation entre les différentes parties prenantes que nous avons identifiées et qui seront impliquées dans l'animation de la fonction au niveau national. Et donc, et enfin, au niveau micro, nous avons commencé par élaborer un certain nombre de documents opérationnels de la fonction, en commençant par la politique nationale de l'évaluation au niveau du pays. Et cette politique nationale décrit qu'est-ce qui va être fait au niveau central et décrit qu'est-ce qui va être fait au niveau local. Et nous avons mis en place un certain nombre d'instruments de gestion
en lien avec les méthodologies à utiliser selon que nous sommes dans telle ou telle situation, des guides qui définissent les normes et standards en termes de pratique de l'évaluation au niveau du pays et de la même manière, des guides en lien avec des aspects transversaux anciens ou nouveaux qui arrivent, tels que le genre, l'éthique, le changement climatique, le numérique, etc. Donc, nous avons des outils comme ça qui bordent un peu la mise en œuvre de l'évaluation au niveau du pays et qui explique un peu comment le rapportage va être fait toutes les fois que les études sont entreprises et quels peuvent être les destinataires ainsi que l'utilisation des trouvailles, n'est-ce pas, des études. Et donc, nous avons fait cette dichotomie dès le début en disant, on commence au niveau central et après, on tire les leçons, on tire les conclusions et on adapte au niveau local. Donc, voilà comment est-ce que nous l'avons fait au niveau du Bénin et je crois que c'est plus prudent d'aller comme ça que lorsqu'on est au début de ce processus, qu'on l'étende à tous les niveaux de la gouvernance du pays. Ça va être un peu plus compliqué et moins contrôlable que l'expérience que nous avons vécue. Merci bien. Merci beaucoup, M. Gounou. Yes, I definitely understand why this way of doing in Benin to start at the national level and gradually adapt it to the subnational level. And that obviously all levels of government are not the same, they differ throughout the continent. So thank you very much for that. We'll go to the next question for Prof. Kwaku. What are some of the first steps to strengthening MNE in the subnational level government? Is it through the development of subnational evaluation policy or through capacity building? What do you think? Right. Thank you very much. I think that you can always look at issues sequentially. You can also look at them in parallel. So what we did in Ghana when we got into this seriously, and that was in the first decade of the 21st century, we embarked on a huge project titled the Policy Management and Decision-Making System of Government. And there were three arms of this program. We had the Canadian government helping us, and they have been at this for centuries. So they were very good. And I would say that at a point in time, Ghana also had some great civil servants and public servants. But through coup d'etats and frequent changes of administration and the lack of trust in personnel within the civil service, which was very unfortunate, we lost a great deal of our top men and women. They moved into the UN, they moved into other countries, and so on and so forth. So back to 2001, when a new government took office, what we saw was that there was a project that had been developed. It was in conceptual stage, and the previous government had put it on the shelves. So we saw that and we said, well, development partners come in here and sometimes they get involved in boreholes, feeding the poor and so on. We are not saying that that is not good. Those social programs are good, but we also need solid intellectual products and outcomes that are based on policy, the development of sound policy, so that when we implement the policies effectively, we will become better as a nation, and probably we can give back to the developed world. So we took this project, and I'll give you the three different areas, and we looked at them concurrently. So the first was the policy management
itself, how to develop policy. So your frameworks, your concepts, the principles, everything that was in the first box called the policy management process itself, or the policy process. The second was to develop human capacity. So how to develop good policies, but how to build solid human resources so that the human resources can develop good policies. And the third was how to use IT or ICT to facilitate and enhance the policy making, and also to build capacity amongst the people who will be involved in policy. And underlying all this was gender equality. So in the area of policy making, we have to make sure that women are very well represented. In the area of building the human capacity, we make sure that women are there big time. And then the last one is also developing the ICT to facilitate the policy management and decision-making process. Women were there in a big way. So we didn't do these sequentially. We actually started the process, and we're looking at the policy-making process itself, the elements of a good policy, the underlying factors of a good policy, what constitutes a good policy, and so on and so forth. Policy options analysis, policy evaluation, policy selections, and so on and so forth. And then the human capacity that we needed to build. And training, study tours, seeing what other countries had done, etc., and coming back to implement GRIT, and then ICT, developing a system so that we don't even have to meet face to face. Now, some policies actually involved, as we know, they are cross-cutting. So they involve a number of ministries. There may be 3 ministries involved. And so when the cabinet memo is prepared, it would have to be signed by 3 ministers. How do we do this? And so we decided that, look, ICT and IT as a facilitator was the best way to do this. So chief directors or permanent secretaries could sit in their offices. Policy directors could sit in their offices. It's not always that they have to meet face to face, but find a way of using ICT in a confidential way so that we can protect the information. It does not leak before it becomes public. How do we make sure that the sanctity and integrity of the documents that we are developing, the policy that we are developing, are kept in check? So all these things were done. We involved cross-cutting ministries. So we have central management agencies in Ghana, and we have sector agencies in Ghana. Your typical central management agency would be your Office of the Head of Civil Service, Public Services Commission, the Ministry of Finance, Gender, Children, and Social Protection was also considered as a central management agency. Then we had the standalone agencies, which your Defense Ministry, Interior Ministry, etc. And this was how we approached it. So the short answer to the question is that we need to identify our components, your frameworks, etc. We need to identify the human beings that we need to develop capacity. We need to identify the systems that we can use to facilitate the policy management and decision-making system, and we have to go in tandem. So that is the experience of Ghana, which we picked up from Canada, and also learning from other countries such as the United Kingdom, the United States, Germany, looking at best practice, Singapore and Malaysia as well, pulling up best practices and seeing how we could adapt them to the situation in Ghana. Submission made. Over. Thank you very much, Prof. I definitely think you answered that question, that it's not so much a sequential steps as much as they are more concurrent, more at the same time, and including obviously the importance of ICT, quite an important tool. And thank you for emphasizing also the role of gender equality. Definitely got that. And so the last question we have, I will give to Mr. Tunu.
What advice would you give to other countries looking to develop similar M&E systems, and what are the critical factors for success in such initiatives? Amanda, Oui. bon, de toute façon, il faut déjà remarquer qu'il n'y a pas de système réplicable dans un autre pays parce que chaque pays a son environnement, son contexte. Et donc, il faut peut-être apprendre de l'expérience des autres, mais fondamentalement, il faut se créer son propre chemin. Bon, ceci étant, pour ce qui nous concerne, s'il y a un conseil à donner à ceux qui veulent aller dans un processus d'institutionnalisation de l'évaluation dans leur pays et la construction d'un système national d'évaluation comme le nôtre, il faut déjà commencer par une étude diagnostique des capacités nationales du pays en matière d'évaluation. Donc, ce n'est qu'à partir des résultats de cette étude diagnostique que vous pouvez savoir quel est l'état, n'est-ce pas, de la nation par rapport à cette problématique. Est-ce qu'il y a un cadre favorable? Est-ce qu'il y a des compétences individuelles? Est-ce qu'il y a des textes, est-ce qu'il y a des textes, il y a des règlements, il y a des lois, il y a ces genres de choses? Est-ce que le pays, par le passé, avait conduit des évaluations avec quelques pratiques, soit-elles rudimentaires, etc. Ça permet de savoir en fait quel est l'état, n'est-ce pas, du pays en matière de l'évaluation. Ça, c'est un point d'entrée important pour pouvoir structurer la façon dont il faut se prendre pour le faire. Une fois encore, il n'y a pas d'exemple unique réplicable dans un pays. Je souligne au passage que de façon générale, il y a globalement trois façons de conduire ce genre, de porter l'évaluation au niveau des pays. Il y a l'expérience que le Bénin partage avec un certain nombre de pays qui sont au sein de Twendembele, qui est l'expérience des systèmes nationaux portés par des gouvernements. Il n'y a pas que ce seul modèle. Il n'y a pas que ce seul modèle. Il y a des modèles dans lesquels on trouve que dans les pays, les systèmes sont portés, par exemple, par les assemblées nationales. Et donc, ça, c'est une autre dynamique, c'est une autre approche, c'est d'autres instruments de dialogue qu'il faut créer, alors que celui dont nous faisons le partage maintenant est porté par des gouvernements. Et donc là également, c'est une méthodologie propre au gouvernement, des instruments qui sont aussi propres à ce modèle. Et il y a un troisième modèle où les systèmes sont promus, animés et supportés par des associations nationales de l'évaluation. Et là encore, vous comprendrez que c'est une autre méthodologie qu'il faut mettre en place, c'est des instruments différents qu'il faut développer pour asseoir un dialogue entre toutes les parties prenantes au niveau national. Donc, chacun, au regard de ses expériences, doit pouvoir se frayer son chemin. Mais ce qui est commun à toutes ces options, à tous ces modèles, c'est qu'il est fortement conseillé, avant d'engager quoi que ce soit, de faire un état des lieux, ce que nous avons appelé l'étude diagnostique d'entrée, qui situe sur les capacités réelles des pays à entreprendre cette aventure et avec qui il faut l'entreprendre. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on commence par s'organiser. Pour ce qui est du Bénin, je l'ai dit tantôt, une fois que nous avons les résultats de cette étude diagnostique qui a relevé un certain nombre de forces et de faiblesses du pays par rapport à l'évaluation et sa pratique au niveau du pays vers les années 2007,
Eh bien, on a pris ces conclusions-là pour nous organiser. Et une fois encore, il faut aller étape par étape et ne pas tout embrasser à la fois, parce qu'il y a un adage qui dit que quand on embrasse tout, finalement, on n'embrasse rien du tout. Bon, donc, pour éviter cela, il faut aller graduellement pour être sûr que on met les petits plats dans les grands plats et que tout ceci tienne dans un équilibre. Et donc, voilà ce que je vais dire en termes d'éléments de réponse à ce que vous faites et à la question qui m'a été posée. Et je conclurai en disant que ce processus, le Bénin l'a conduit en bâtissant un certain nombre de partenariats. Et je conseille fortement que dans ce processus, comme l'a dit aussi professeur Apia, vous ne pouvez pas fonctionner, tourner en vase clos. Il faut s'ouvrir au monde pour regarder qu'est-ce qui se fait à gauche, qu'est-ce qui se fait à droite et pouvoir vous faire une opinion de ce que vous-même vous voulez faire. Le Bénin a construit plein de ces partenariats avec des gouvernements du continent, avec des gouvernements hors du continent, avec des organisations qui ont développé une notoriété sur ces questions-là. Et donc, c'est tout ceci qui a permis au Bénin de se frayer son chemin et de continuer à faire ce qu'il est en train de faire et qui lui permet de disposer aujourd'hui d'un système national d'évaluation robuste qui produit, n'est-ce pas, des évaluations et qui fait utiliser les produits d'évaluation dans les processus décisionnels et donc qui permet d'améliorer la politique qui s'élabore au niveau du pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Goum. Sorry, I got confused to speak in French or in English all of a sudden. But thank you very much for asking us to consider the context, because it's not a one size fits all, but you also highlighted the importance of the peer learning aspect. What I take away is, if there is one first step, it would be to evaluate the current state of affairs and do a bit of a capacity study and to consider the laws in that particular environment. So thank you very much, Mr. Gunu. Aya, would you like to say one last word? Not really, Amanda. I'm not sure if you will allow. I think there was a hand from Sarah. Yeah, I saw a hand being raised, so it might be a burning question. Oh, sorry. Yes, I didn't see it. Sarah, go ahead. Oh, unmute. Oh, thank you very much. Please go ahead. I've been trying to look for this side for unmuting for the longest time. So at some point, I thought maybe questions were not allowed. I want to really appreciate the presentation and the comparisons that have been made, especially for the countries. I can see some countries have made some strides in different areas, and really there's an opportunity to learn from one another. But for me, how do we make sure that these gains are maintained and there's no regression? Because we don't want to come back at some point having to hear that something that was once an achievement is now a challenge, you know. Because I'm also doing a PhD on institutionalization, and really my topic is about the issues of resilience. How do we make sure, even as we institutionalize, we make them to be resilient to administrative changes? You know, in each country, when there's a new administration, things change. So I was reading also about Kenya, how they set their system based on the pressure from citizens to demonstrate the value add in terms of service delivery. Then when there was a change of leadership some years,
it took 10 years just to approve the national evaluation policy. So for me, it's about how do we make them resilient? You don't want, having invested so much, then you want to come at a certain point to hear that those gains have been lost. Because one would want to see those areas that require attention when we come back later on as we work on them. We want to hear them that, no, those things have been achieved. Countries that were struggling to build capacity, to have courses maybe on M&E, now those countries now do have. We want to hear those stories, not to, so what is on the plus, want those things to continue, while at least we work on those areas. So how do we make these things, our systems, really resilient? Thank you so much. Thank you very much, Sarah. Aya, would you like to answer the issue of regression, sometimes caused by external factors such as regime changes, which are perhaps not so external? Yeah, Amanda, I think you want me to answer as a non-governmental stakeholder because we've got two Yes. But I think I'll give you an academic guess based on observation. But I think Usisera raises a fundamental question of M&E not existing in a vacuum, but M&E being part and parcel of public administration. And I think that question is best placed to, I think, Mr. Abdullah Gunu and Prof. But from my understanding, as with any other thing in public administration, M&E definitely cannot be divorced from political change. But what we can do in terms of risk management, I think it's what DG and Prof have been saying throughout this Q&A. Because number one, if you build, I think, a critical mass of M&E professionals, those public administrators do not live, because remember, there's a distinction between an appointed public official and an elected politician. So once you build sufficient capacities and you build a critical mass of M&E cadres in public administration, I think then that is sort of isolated from political change. Institutionally, countries can establish M&E systems, M&E frameworks, like your plans and your policies and so on. But I think the most important thing is those policies should be continuously evaluated or reviewed, as in the case of some of the Twinembele countries, so that you don't have a rigid framework that does not take into account changes in public administration. But I think the one thing I need to end off on, Amanda, is that everything happens within an enabling environment. So if you don't have an enabling environment, then you risk sort of having a system where you do have the individual capacities, but there's no receptive kind of enabling environment. So what you might have then is a disenchanted cadre of M&E professionals who have the skill set, but it's an idling skill set. So I think it's a mixture of both. But let me pivot towards Prof. And DG Gunu to give their own, because I think they'll be more accurate than maybe an armchair critic like myself. Thank you very much, Aya. Prof? Yeah, thank you very much for that opportunity. I think one thing that we need to think about is to institutionalize M&E. Aya has alluded to that. Having a cadre of M&E professionals, we can call them building a community of M&E professionals who are highly respected in the society and have a strong voice. And then ensuring that if we have organizations that have responsibility, for example, in Ghana, the National Development Planning Commission is responsible for long-term monitoring and evaluation of government programs. In there should be apolitical technical people. And that is something that we are pushing to ensure we achieve in Ghana as we move towards elections later this year. So in the manifestos and also in the pronouncements of the candidates, everybody is saying that we're going to build strong institutions, but especially for the National Development Planning Commission, we're going to make it stronger. We're going to fill it with professionals, people who know what they are about, and we in Ghana should have a long-term development plan. And we change administrations, or we go to the elections every 4 years. So what we're saying is that any administration that starts office
after 4 years or after 8 years. It's been usually an 8-year cycle, depending on the political party in power. Any organization or any political power that wins should slot into the long-term national development plan that we have as a country. And for you to be successful, M&D have to be taken seriously. So if we take our monitoring as one arm and evaluation as the other arm, they have to be taken seriously by any party that is in power. And so through the frameworks that we are building, through the principles, the policies and all that, the essence of having strong institutions with strong individuals and technocrats who drive the process of development planning and monitoring and evaluation cannot be overemphasized. That is where we are heading towards. And as we go through this, you realize that Parliament also becomes very important. So we legislate these decisions and plans that we have, with Parliament also playing a critical role, giving civil society the opportunity to interrogate, to challenge any political authority that wants to denigrate or if you like, sidestep or reduce the importance of monitoring and evaluation, to the extent that we are now even pushing that when we develop our annual budgets, each year there should be a component for monitoring and evaluation in the budget. It should be a line item, and government should commit to providing funds for the purposes of monitoring and evaluation, because we need that to inform the subsequent year's budget, the subsequent year's policies, and the outcomes and the outputs and the impacts that we achieve from serious monitoring and evaluation can only add to a nation's development, resource allocation done appropriately, and citizenry benefit in the final analysis. For any country that wants to develop, monitoring and evaluation is not an option. So those are my thoughts on how we get monitoring and evaluation to occupy the center stage of discussions, planning, policies, frameworks, budgets, and national development considerations at the end of it. Thank you. Over. Thank you very much for that answer, Prof. and Mr. Gunu. Sarah, I hope that you feel that they've answered your question. Merci beaucoup, Amanda. C'est une question très importante, hein, celle qui a été posée, parce qu'effectivement, la résilience des systèmes dans nos pays reste une préoccupation majeure. Alors, moi, je partage avec vous l'expérience du Bénin, qui est un cas typique, hein, parce que, si vous voulez, depuis, par exemple, en 17 ans de pratique de l'évaluation, de l'institutionnalisation, de l'évaluation au niveau du Bénin et de la vie même du système national béninois, la direction, la structure nationale qui s'occupe de l'animation de l'évaluation au niveau national a connu 5 positions différentes au sein du gouvernement. Bon, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque que un jour, la fonction disparaisse complètement de l'environnement de l'administration est un risque réel, tout simplement. Alors, pour arriver à contourner ce risque ou à mieux le gérer ou à le minimiser, il y a 3 éléments sur lesquels je vais élaborer, partant de notre expérience au niveau du Bénin. Le premier élément, c'est que quoi qu'on fasse, il faudrait qu'au niveau du pays, il y ait une volonté politique très forte tournée vers la promotion de l'évaluation.
de son utilisation pour améliorer les choses dans le pays. Si dans un pays, il n'y a pas cette volonté, et ça va être très difficile de parler de résilience d'un système national. Alors, le deuxième élément sur lequel il est important de revenir pour parler de la résilience, en fait, des systèmes dans nos pays, c'est qu'il faut parvenir au niveau du pays à institutionnaliser la fonction évaluation au sein de l'administration publique. Ça, c'est important. Et pour cela, il y a trois éléments qu'il faut regarder dans une démarche d'institutionnalisation. Le premier élément, il faut s'assurer qu'il existe un cadre institutionnel. Donc, s'il n'existe pas, il faut le créer. Un cadre institutionnel qui doit accompagner l'institutionnalisation de l'évaluation. Alors, pour ce qui est du Bénin, ce cadre, il a été créé et il est chapeauté par un organe national qu'on appelle le Conseil national de l'évaluation, dont le rôle majeur est de la validation des plans d'évaluation au niveau national et la validation des rapports d'évaluation qui rentrent et son adoption en Conseil des ministres pour application. Donc, cet organe, il est créé, il existe. Donc, il est important d'avoir ce cadre. Et autour de ce cadre, il y a maintenant toutes les parties prenantes que, au niveau national, sont en mesure de porter la fonction, que ce soit les ONG, que ce soit les organes de contrôle, que ce soit l'administration publique elle-même, que ce soit les universités ou que ce soit les acteurs de la société civile. Donc, il faut créer ce cadre-là que nous appelons au Bénin un cadre institutionnel. C'est important de l'avoir si on veut parler de résilience, c'est-à-dire que bon an, mal an, que la fonction ne disparaisse pas, parce qu'il y a ce cadre qui est là. Et enfin, il faut développer une pratique de conduite d'évaluation. Parce que vous avez beau avoir une volonté politique, vous avez beau avoir un cadre avec des acteurs, si vous ne conduisez pas des évaluations, je ne sais pas pourquoi on parlerait de la fonction évaluative qui va être en train de disparaître un jour. Donc, c'est important de faire ça et il faut disposer au niveau national d'un plan national de renforcement de capacité de l'ensemble de ces acteurs qui animent le cadre. Donc, c'est ça qui fait de la fonction évaluation quelque chose qui n'est pas immatériel, mais qui est réel et qui vit et qui fonctionne. Donc, on a besoin de ça. Alors, le troisième élément sur lequel il est important d'avoir un regard si on veut que les systèmes se perpétuent, soient fonctionnels, soient robustes et animent la vie de la gouvernance des pays, il faut qu'on ait un corps d'activistes en évaluation. Et les activistes en évaluation, on peut les trouver à travers des champions que nous créons au sein de l'appareil d'État, qu'il s'agisse de l'administration publique ou des parlementaires. Il faut dire que nous ayons des champions. Il faut les trouver. Si vous n'en avez pas, il faut forcément en trouver et il faut les créer. Donc, il y a de ces champions-là qui ont un charisme et qui portent l'évaluation par-devers leurs épaules à l'intérieur des pays. Donc, l'activisme en évaluation peut être un élément puissant pour permettre la résilience des systèmes nationaux d'évaluation. Et enfin, un dernier élément, le quatrième point, c'est que le pays doit parvenir à créer une masse critique d'évaluateurs au niveau national pour que on s'assure qu'il y ait de la matière pour accompagner le développement de la fonction au niveau du pays. Donc, voilà les quelques éléments que je voudrais apporter pour soutenir un peu l'idée de la résilience des systèmes nationaux d'évaluation dans les pays en s'inspirant de ce qui se passe au niveau du Bénin. Merci. Thank you very much, Mr. Gunu, for that answer and for the great example from Benin. So we are slightly over time. So as a wrap up for today's insightful webinar, I'd like to extend a heartfelt thank you to our distinguished panelists,
Abdullah Gunu and Prof. Kwaku Apiadu for their thorough and enlightening presentation on the Twindembele strategy for monitoring and evaluation institutionalization. Their expertise has shed light on both the complexities and the crucial benefits of embedding M&E systems across governmental levels. I also want to extend a special thank you to our facilitator, Dr. Ayabulela Dlakavu, who skillfully guided today's conversation and ensured that the topic was thoroughly explored. So let us carry forward the recommendations and insights shared today, and we encourage all participants to reflect on how these approaches can be contextualized and implemented within your own regions and spheres of influence. So on behalf of Twindembele, I would like to thank everyone who joined and participated in this webinar. Your questions and contributions have made this a dynamic and productive discussion. So please stay connected with us for future webinars and to continue this important conversation in your networks and your communities. So have a wonderful day further, and we look forward to seeing you at our next event. Bye, everyone. Bye-bye. Bye-bye.